Salut à tous, mon nom c'est Kevin Amougou. Je fais du développement d'artistes et du management d'artistes. Je bosse sur Montréal et sur la France depuis à peu près une dizaine d'années. Et pour les Montréalais, deux clients que j'ai, que vous connaissez peut-être, sont Clairel, qui fait de l'American folk et des songwriter type of music, et Shelia, qui est une songwriter-compositrice en R&B soul, qui d'ailleurs aujourd'hui vient d'être nominée dans la catégorie Best Contemporary R&B Album pour les Juno de 2021. Donc super fier de ça. Gros shout-out à PO, Philippe-Olivier David, shout-out aussi à Wail, le manager donc de MB, et à MB aussi, parce que bon bah MB c'est un peu mon... ici au Québec, c'est vraiment mon préféré. C'est vraiment genre comme, si tu veux, genre comme l'artiste que je trouve qui a le plus de versatilité. J'aime beaucoup sa plume, et je trouve ça dommage qu'il n'ait pas beaucoup plus de mise en avant. J'ai rencontré Philippe-Olivier David et Rosalvo. C'était 2018. C'est à ce moment-là en fait qu'on a cliqué. Lui et Rosalvo, ils avaient grave une belle énergie. C'est eux en réalité qui m'ont présenté MB. Il est super talentueux, qu'est-ce que tu en penses? Évidemment, je tombe amoureux de sa musique, parce que j'avoue, moi je suis très comme ça, j'ai besoin de tomber amoureux genre de la musique de quelqu'un pour avoir envie de m'investir dedans. Et c'est souvent là en fait que au final j'arrive à moi me dépasser en tant que manager. Donc on se rend compte alors en 2017. Le 2 février 2018, on monte une boîte qui s'appelle Blockchain, donc avec MB. C'était au moment où on a sorti le titre Pour la vie. Tu pensais qu'entre nous c'était pour la vie. Tu m'as dit que tu m'aimes, je suis parti. Qui a grave d'ailleurs bien marché en France. J'ai une de mes potes qui travaillait chez Trace à l'époque, Charlotte Cecilia, et elle nous a vraiment genre comme poussé sur la plateforme de fou, etc. La vidéo a fait quoi, 1 million de views en une semaine. Le son, il a fait 1 million de streams en un mois. Et ça, c'est un artiste indépendant de Montréal, Québec. Donc c'était quand même une belle performance. Grâce à ça, j'ai pu leverage ça pour obtenir donc alors un deal de distribution avec Believe France. Aussi parce que la direction de Believe Canada n'avait aucun intérêt à l'époque pour MB en fait au final. Pour MB, pour Shelia, pour plein d'autres artistes aussi donc locaux. Donc j'imagine que d'aujourd'hui ils doivent avoir un peu le seum d'avoir manqué ça. Comme en fait si tu veux les institutions canado-québécoises étaient silencieuses, bah là encore j'ai leverage donc mon réseau franco-français. Eux ils n'ont pas de problème en fait avec le fait de faire la promotion d'un jeune arabe, que ce soit dans les médias traditionnels ou dans les médias digitaux. Et eux en fait ils ont juste sauté en fait sur l'occasion. Ça faisait totalement du sens pour eux en fait de faire la promotion de ça. Donc on signe le deal en juin. 2 semaines après, je fais jouer MB au Franco, grâce à Whitney d'ailleurs. Whitney et Geneviève Côté sont les deux qui nous ont vraiment permis donc du coup genre comme de réaliser ce genre de choses là, qui était d'ailleurs un moment historique pour MB et même pour le rap, le street rap en fait québécois, parce que je crois que c'était vraiment à partir de ce moment là qu'il y a tout un tas de choses en fait qui ont commencé à se débloquer pour la scène rap street racisée québécoise. Donc je suis assez fier de ce petit coup là. Dès le départ, en fait, si tu veux, genre comme c'était censé être un truc que j'allais aider à développer. Un label de musique, c'est quoi au final? C'est une maison de production qui a une ligne éditoriale précise. Moi, ma propre entreprise, je l'ai créée en 2015. Elle s'appelle Next One to Enjoy. Elle est basée en Angleterre, etc., etc. La ligne éditoriale de ma boîte de production, qui en fait donc un label, quote unquote, c'est le R&B, la soul et la folk music. La ligne éditoriale de Blockchain, c'est vraiment le street rap. So, mon mandat, si je peux appeler ça comme ça, c'était vraiment genre comme de transmettre le knowledge en fait que je peux avoir à une nouvelle génération, et après bah, de les laisser voler en fait de leurs propres ailes. Parce que si tu veux, genre un autre truc aussi qui est très important pour moi ici au Québec, c'est que on a beaucoup d'artistes super talentueux, mais on manque de gens derrière eux qui ont le savoir-faire, le talent et réellement l'envie en fait. Le métier de manager, c'est vraiment un métier qui est incompris. C'est un métier qui est un métier de mal aimé. C'est un peu un métier un peu ingrat, parce que on ne se rend pas compte que les fonctions de management ont évolué avec le temps. Si tu veux, la question en fait que je me pose aujourd'hui, un manager, ça fait quoi? Déjà, tout artiste n'a pas nécessairement besoin d'un manager. Je sais que c'est contre-productif de ma part de dire ça, mais c'est vraiment un élément essentiel. Un manager, c'est un partenaire d'affaires. Un manager, c'est un meilleur ami, dans le meilleur des cas. Un confident. Un manager, en réalité, c'est la première personne avec qui un artiste a sa vraie relation d'intimité et de confiance.
Un bon manager peut créer une carrière, tout comme un mauvais manager peut complètement détruire le talent en fait d'un jeune. So, voilà la question de qu'est-ce que fait un manager. Un manager, ça va être la personne avec qui vous allez construire votre vision artistique, parce que ce ne sont pas tous les artistes qui vont faire des grandes carrières où ils vont être nominés au Grammy, etc., etc. Mais ça va être aussi donc votre manager qui va vous aider à repenser votre perception de c'est quoi le succès. Le succès, ce n'est pas seulement le fait d'être nominé au Grammy, au Brit Award ou alors au Juno. En tant que manager, j'estime que c'est une de mes missions d'arriver à faire en sorte que mon client puisse vivre de sa musique. Par extension, si mon client arrive à vivre de sa musique, bah, fatalement moi aussi j'y arrive. C'est une idée reçue, comme c'est à la fois vrai et à la fois faux. Ce que moi je dis souvent en fait aux artistes, c'est quoi? C'est que la raison pour laquelle, par exemple personnellement, moi je prends 20% de ce que l'artiste génère, c'est parce que je suis censé faire 20% du travail. Ce que moi j'entends réellement dans la question en fait qui est posée, c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'artistes qui pensent qu'à partir du moment où ils vont avoir un manager, leur carrière en fait va take off. Comme si en fait les managers c'était en fait cet instrument magique qui fait que dès la minute en fait où tu travailles avec eux, tout change en fait. Ce n'est pas vrai. La question aussi que je pose souvent, c'est ok, quelle est la valeur en fait pour un manager de travailler en fait pour cet artiste-là? C'est-à-dire que dans la dernière année par exemple dans laquelle l'artiste a travaillé, combien a-t-il généré? Et sur le combien il a généré, s'il enlève 15% ou 20%, est-ce que ce 20% ressemble à quelque chose de sérieux pour que quelqu'un décide en fait de faire le pari de lier sa vie en fait à toi artiste? Est-ce que c'est même intéressant pour moi de venir travailler avec toi? Ça représente quoi? Ça représente 500 $. Tu comprends que je ne paye pas un loyer avec ça. C'est super stratégique. Le press push et le publiciste sont deux éléments en fait super importants dans la construction du narratif en fait de l'artiste. La conviction que moi j'ai aujourd'hui, c'est quoi? C'est que ce ne sont pas les meilleurs artistes qui fonctionnent. C'est vraiment les plus bosseurs d'un côté et ceux qui ont les meilleures équipes. C'est sûr que moi, en tant que manager, c'est important pour moi de travailler avec quelqu'un qui a du talent. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'étant donné que mon job, c'est de transformer en fait une pièce d'art en un produit commercialisable, j'explique souvent en fait aux artistes que la musique aujourd'hui n'a plus aucune valeur intrinsèquement. En réalité, c'est un produit d'appel. Donc, si tu es un artiste entrepreneur, tu dois savoir que l'élément avec lequel tu vas vraiment faire des sous, ça va pas être ta musique directement. Je veux dire, typiquement, si tu es en label et que tu as genre comme 15% ou 20% de tes... Allez, 20%, c'est si tu es... Nick Mill, t'as un label qui veut te faire plaisir, t'as 20% de tes royautés. C'est pas avec tes streams où tu dois recouper ton budget marketing que tu vas en fait faire ta thune. C'est avec tes showcases, c'est avec les opérations avec les marques, la vente de produits dérivés. Donc littéralement, ta musique te sert en fait à rembourser le budget marketing que X ou Y personne t'a donné. Donc ta musique, c'est du marketing. Donc la manière dont tu racontes ton histoire devient primordiale. C'est pour ça que un bon PR, un bon publiciste, mais aussi le fait de bien savoir comment raconter une histoire qui soit compelling, interesting et captivante, c'est ça en fait qui rend la fonction de PR aujourd'hui importante pour moi. Un follower n'est pas nécessairement un fan. À partir du moment où en fait, tu comprends qu'un follower n'est pas nécessairement un fan, à partir du moment où tu comprends qu'il y a plein de gens qui vont te follow sur les réseaux sociaux pour faire de la surveillance, il y a plein de gens qui vont te suivre aussi sur les réseaux sociaux parce qu'à un moment donné, en fait, tu as mis une photo où tu étais un peu beau gosse, un peu belle gosse, etc. En gros, tu as tout un tas de personnes qui te suivent, pas parce qu'ils aiment ta musique. Donc un follower n'est pas nécessairement un fan. J'ai beaucoup d'artistes en fait qui te demandent souvent, ok, mais comment faire pour obtenir genre comme X ou Y playlist, comment faire pour être sur New Music Friday? La réponse courte, c'est l'activité off-platform a autant d'importance, sinon plus, que l'activité on-platform. L'activité on-platform, c'est quoi par exemple? C'est lorsque vous allez sortir une chanson, de solliciter en fait votre communauté, votre audience, avant la sortie, pour qu'ils sauvegardent ou qu'ils pre-save vos chansons dans leur librairie. Ça va trickle down des algorithmes de Spotify et de Apple Music. L'activité off-platform, c'est quoi? C'est votre branding. Ça va être les opérations de communication, de marketing que vous allez faire en dehors. Ça va être à quel point il y a des gens qui parlent de vous, les performances que vous avez faites. Est-ce qu'il y a des articles? En gros, on parle de SEO. C'est ça en fait qui fait des Spotify, des Apple Music vont vous foutre sur des billboards parce que ça ne s'achète pas. Et c'est vraiment basé sur l'activité off-platform qu'ils vous constatent avoir.
Raconter l'histoire de Shea, c'est un peu mon histoire préférée, parce que le fait d'avoir rencontré Shanice qui est donc son vrai nom, ça a été un gros élément déclencheur pour énormément de choses dans ma carrière au sens large. Moi, je suis arrivé à Montréal pour recommencer mes études, c'était en 2011. C'est là que j'ai rencontré Shea. Elle était en cours aussi à l'UDEM, comme moi, comme par hasard, hein. Film de Hollywood, une place vide juste à côté de moi. La petite meuf qui arrive en retard, cheveux ébouriffés, essoufflés, qui s'assoit, qui me demande si elle peut prendre mes notes à la fin du cours. Je sympathise avec elle et je lui demande, yo, genre comme, est-ce que tu veux passer après le cours à la maison? Je vais faire des plantins. Elle me dit oui. Cette semaine-là, on est resté presque une semaine entière, genre comme à chiller ensemble, tout le temps après les cours, etc., etc. 6 mois après, c'est là qu'elle rencontre Ketra d'abord, dans un club, c'était au Tokyo Bar. 2 mois après, il y avait une soirée au Belmont où Stu mixait, elle est allée le rencontrer là-bas. 1 mois après, c'est là que donc le premier titre de Shea sort, qui s'appelle Virgo. Stu et elle font 1 million de streams sur SoundCloud, donc en 2 semaines. Après ça, c'est là qu'elle bosse avec Kay. Avant ça d'ailleurs, il y avait eu ce infamous Boiler Room. Tout le monde croyait que Shea était complètement high ou quoi que ce soit, mais elle sortait en fait d'un examen. Donc elle était en fait complètement fatiguée par la chose, quoi, tu vois. Donc après ça, il y a donc Leave Me Alone qui sort 1 année après, Ketra explose, et moi je shoot mon shot avec Shea. Donc je lui demande, yo, genre comme, tu dis quoi? Parce que moi j'aimerais bien te manager, quoi, tu vois. Elle m'a dit non. Elle m'a dit très simplement, en fait, les yeux dans les yeux, non, ton CV il est vide, t'as rien fait, t'as rien accompli, t'as pas d'expérience de la chose. J'aimerais mieux quand même que la personne qui me manage ait un peu genre comme de matière sur les os, quoi, tu vois. Moi, ce jour-là, je l'ai très mal pris. Vous voyez le mime là de Jordan, I took it personal, et je lui ai dit, ok. On s'est pas parlé pendant 2 ans. J'ai fait mes affaires, c'est là que j'ai commencé à bosser avec Booba, Nekfeu, tous ces gens en France, aux États-Unis, etc. pour donc faire grossir mon CV. Et c'est vraiment genre comme fin 2015, je suis rentré sur Montréal, je m'occupais de la direction artistique de l'album de A2H. C'est comme ça qu'on a reconnecté avec Shea. I guess qu'elle était convaincue par les trucs que j'avais fait sur l'Europe, parce que c'est là en fait qu'on a recommencé notre discussion. Et cette fois-ci, c'est elle qui a demandé. Je trouve que j'ai vraiment été chanceux parce qu'elle correspondait vraiment à l'artiste parfait que je voulais. Dans le sens où on était dans le genre que j'aime, donc le R&B, etc. Dans le sens où c'est une artiste qui est engagée non seulement genre comme socialement, mais aussi genre comme dans son travail. Il y a beaucoup d'artistes et beaucoup de managers qui on dirait en fait qu'ils ont une relation en fait de patron-employé. Ce n'est pas comme ça que ça devrait être. Je suis désolé si je nique le business de quelqu'un, tu vois. C'est censé vraiment être une relation genre comme de partenariat. On a fait un beau partenariat avec une boîte de distribution qui s'appelle Awal, qui est basée en Angleterre. Et la raison pour laquelle on l'a fait, c'est que je m'étais rendu compte en fait qu'il y a un plafond de verre ici au Québec qui est souvent en fait dû au fait que on ne respecte pas artistiquement les Québécois dans l'industrie de la musique à l'extérieur du Québec. Le but dès le départ, c'était de faire en sorte que tout ce qui a trait à Shea Elia donne l'impression de venir de l'extérieur. La compagnie de distribution devait être une compagnie étrangère. J'ai engagé une boîte de PR en Angleterre, une boîte de PR en France. En gros, on a outsource tout ce qui avait trait en fait au travail en fait de label service en Europe, de manière à ce que en fait les Canadiens se disent dès le départ qu'il y a une nouvelle sensation qui est en train de se créer. Ça a bien marché. On a sorti 2 projets. Premier projet Dangerous qui est sorti en 2019 a fait numéro 1 au Canada, il a fait numéro 1 en Italie, il a fait numéro 1 en France en R&B. Shea a été nominé pour le Polaris Prize, elle a été longlisted. On a sorti un projet l'année dernière qui a vraiment extrêmement bien marché. Elle a été reconnue comme breakout artist par la SOCAN. Ça a été vraiment genre comme un achievement pour elle comme pour moi, parce que c'est une chose, tu vois, genre comme moi en tant que manager de bosser avec des Booba et Nekfeu et de faire platine, mais c'est pas vraiment le fruit de mon travail. Tandis que avec quelqu'un comme Shea, tous les éléments en fait qui a trait à ce qui est projeté vers l'extérieur sont vraiment le fruit de notre travail et du travail de l'équipe avec qui on bosse en ce moment. C'est vraiment quelqu'un dont je suis très fier et qui, au travers d'elle, j'arrive à être fier de moi. Quand Clubhouse a été créé, j'ai vraiment trouvé que c'était une bonne opportunité de simplement en fait de briser les frontières et le glass ceiling que beaucoup en fait peuvent ressentir sur Montréal. Il y a aussi le fait que ça va faire quand même 10 ans que je commence à travailler avec des Montréalais, des Français, des Belges, en gros avec la francophonie, même si je suis mostly based in Montreal. Une des raisons qui a fait que certains de mes clients ont accéléré leur carrière, c'est le fait que dans les 4 ans qui sont écoulés, on a sans arrêt fait des allers-retours entre les différentes mecs de la musique. Donc que ce soit New York, Toronto, Los Angeles,
Paris, Londres. Toutes les 6 semaines, avant la pandémie évidemment, j'étais à Toronto. Sur une année, il y a au moins en fait 1 mois et demi que je passe physiquement dans la ville de Toronto à rencontrer des gens, etc., faire des connexions. Donc où est-ce que je veux en venir avec ça? Avec la pandémie, l'absence du fait de pouvoir se projeter vers l'autre, je me suis dit que ce serait une bonne opportunité pour les Québécois, les Montréalais en particulier, de créer des ponts. Parce que je trouve que c'est très dommage que les deux communautés ne collaborent pas plus entre elles. Mais au fur et à mesure en fait que les jours passaient, je me suis rendu compte que je devenais très frustré du fait que Montréal est souvent exclu de la conversation en rapport avec l'industrie de la musique. On a quand même énormément de gens talentueux qui sont dans la ville, que ce soit en musique électronique, ou que ce soit en R&B, ou que ce soit en pop ou en rock. On a quand même un large panel de gens super talentueux. Pourquoi est-ce que la ville n'est pas reconnue à sa juste valeur? C'était la question que je me posais. Quand la plateforme a commencé à grossir, quand le club que j'ai créé a commencé à grossir, je me suis rendu compte en fait que mais ma valeur ajoutée au tout début de ma carrière ici à Montréal, c'était beaucoup les connexions que je pouvais avoir avec l'Europe. Parce que moi, j'ai commencé en tant qu'éditeur de musique. J'ai travaillé avec Booba, Nekfeu, Richo Mikwan, Wale. Booba et Nekfeu sont les deux premiers à m'avoir donné d'ailleurs mes disques d'or. On a fait triple platine avec Nekfeu, double platine avec Booba. Donc je me suis dit, c'est vraiment très dommage de ne pas en fait profiter de ces connexions-là pour mettre un peu plus de lumière sur tout le talent qu'il peut y avoir à Montréal. À chaque fois, en fait, si tu veux, il y a quelqu'un qui peut avoir un problème dans une des rooms que je peux avoir fait. Et dans l'auditoire, il y aura forcément quelqu'un qui correspond en fait aux soucis que tu cherches à régler. En fait, si tu veux, c'est de vraiment revenir aux bases de ce que ça signifie créer une communauté. Merci.